Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Je suis André Loez et pour ce dernier épisode de la saison 2023-2024 du podcast, je vous propose une plongée dans le Paris de la Révolution française, une émission de circonstances dans le contexte politique intense qui est le nôtre, à quelques jours du 14 juillet, puis du 230e anniversaire du 9 Thermidor, jour de la chute de Robespierre. Juste avant, un très grand merci pour votre fidélité à l'antenne de ce podcast. Tous mes vœux et mes encouragements pour cet été avec, comme toujours, une pensée particulière à celles et ceux qui vont, plutôt qu'aller à la plage, faire de l'histoire pour une thèse, un mémoire, un concours à préparer. On se retrouve dans l'émission fin août, début septembre. Vous pouvez évidemment suggérer des livres ou des sujets sur X, Twitter ou à l'adresse paroledhistoire@gmail.com. D'ici là, tous les vendredis de l'été, vous pouvez vous faire un petit shot d'histoire militaire et de mauvaise foi avec nos Unpopular Opinions dans le podcast Le Collimateur. Tout de suite, la chute de Robespierre. Merci et très bonne écoute. Pour conclure cette saison de podcast de Parole d'Histoire, j'ai le très grand plaisir d'être avec Colin Jones. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire émérite à l'université Queen Mary de Londres. Vous êtes actuellement à Chicago. Vous avez publié La chute de Robespierre, 24 heures dans le Paris révolutionnaire, récemment traduit aux éditions Fayard, traduit de l'anglais par Christophe Jacquet. Un livre qui m'a absolument passionné, à travers lequel j'ai eu l'impression de rentrer dans le cœur de la Révolution comme jamais auparavant, avec un récit heure par heure, minute par minute des événements du 9 Thermidor, une journée évidemment fondamentale dans l'histoire de la Révolution. Alors pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans ce niveau de détail sur le 9 Thermidor, une date évidemment qui avait déjà été étudiée de beaucoup de manières, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rouvrir ce dossier, de faire cette plongée dans le Paris de la Révolution ? Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. La plupart de mes livres sont sur la France, mais aussi ont une chronologie de longue durée. Donc, je pensais à faire quelque chose de différent. Alors, je m'intéresse toujours à la Révolution française, ma jeunesse en effet, et je pensais à faire quelque chose sur un des grands tournants. Et en fait, le 9 Thermidor, c'est intéressant parce que c'est évident, c'est l'un des grands tournants de la Révolution française, mais les gens passent assez vite sur ce qui s'est passé sur cette journée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un récit là, peut-être, que les gens ne savaient pas. Alors, je commençais à travailler là-dessus et j'ai tombé sur un nombre énorme de documents. Et la documentation sur la journée est immense. J'ai dit quelque part que c'est l'un des jours les plus documentés de tout le XVIIIe siècle, en fait. Et donc, c'était très intéressant. Mais aussi, ce que j'ai trouvé assez rapidement, c'est que ce que j'ai trouvé n'était pas totalement en accord avec ce que les gens disaient de la Révolution. Parce que la plupart des historiens disent, bon, c'est un tournant vers la droite, et qui en fait n'est pas évidemment évident lorsqu'on est proche des événements. Et puis ils ont dit que c'était en quelque sorte inévitable que ce grand tournant était prévu en quelque sorte. Et j'ai rendu compte que ce n'était pas le cas. Troisièmement, ils disent c'est sur le peuple de Paris. Et tout le monde dit, bon, c'est une grande défaite pour le peuple, le mouvement sans culotte. Oui, parce qu'on dit, en gros, Robespierre avait le peuple de son côté, la chute de Robespierre, c'est la défaite du peuple sans culotte armé qui a été l'énergie révolutionnaire. Ils disent que les sans culottes, cette journée-là, ont voté avec leurs pieds. Ils sont rentrés à la maison parce qu'ils se sont mobilisés au début de la soirée, mais finalement, vers minuit, ce que disent les historiens, les rues étaient désertes, donc tout le monde était rentré chez eux. Et moi, j'ai trouvé que c'était absolument faux. En fait, j'avais énormément de documents qui disaient effectivement le contraire, que les rues étaient encombrées de gens, que les gens se sont mobilisés par la commune, par le parti de Robespierre pendant la journée, surtout à l'après-midi, mais finalement, au fur et à mesure que la journée est passée, les gens sont changés de camp. Et beaucoup de ces gardes nationaux qui se sont mobilisés vers 19h le soir
était situé juste devant l'hôtel de ville, la maison commune, la place de l'hôtel de ville. Ils sont passés du côté du camp de la commune à la Convention. Et finalement, l'hôtel de ville a été pris d'assaut par des sans-culottes, en fait. Effectivement, parce que j'ai tellement de détails, je vois que des gens qui étaient extrêmement radicaux, qui étaient de vrais sans-culottes, ils étaient en tête, en fait, du mouvement contre Robespierre cette journée-là. Alors, on est déjà rentré presque sur la conclusion du livre et de la journée. Il faut peut-être revenir un peu en arrière et contextualiser un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Si on vient sur le déroulement de la journée, vous proposez une narration, je l'ai dit, très détaillée, minute par minute, quartier par quartier, mais une narration organisée malgré tout en 5 actes, comme une pièce de théâtre. Alors, c'est un défi presque impossible, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de restituer pour les gens qui ne connaîtraient pas ce déroulement du 9 Thermidor, quels sont ces 5 actes? Ça commence la nuit, en fait, ça commence au moment où on sait que Robespierre et ses alliés doivent intervenir le lendemain à la Convention, et donc des choses se préparent, mais c'est pas encore très clair de ce qui va se passer. Oui, en faisant la recherche, je me suis rendu compte que l'histoire de la journée, le récit de la journée conformait assez prochement aux unités aristotéliennes, l'unité d'action, de lieu et de temps, en fait. Et c'est comme une tragédie, en fait, comme vous dites, en 5 actes. Au début, tout le monde savait que quelque chose allait se passer, mais personne ne savait pas quoi exactement. Parce que la veille, le 8 Thermidor, Robespierre est entré à la Convention pour faire un discours. C'est la première fois qu'il est là depuis 6 semaines, parce que depuis 6 semaines, il est absent de la Convention, il n'entre pas au comité de salut public, mais quand même, il va assez souvent, enfin très souvent, au club des Jacobins, il fait des attaques contre le gouvernement dont il fait partie lui-même, en fait. Donc, venir le 8 Thermidor à la Convention, dans la salle de la Convention, il fait un discours très, très vague, mais très violent, très agressif au gouvernement, à beaucoup des autres députés. Et puis, on comprend qu'il a toujours cette idée du complot et qu'il y a des ennemis de la Révolution et qu'il faudra les extirper, ces ennemis. Et tout le monde comprend que quelque chose doit se passer et que les ennemis de la Révolution sont dans l'air. Oui. La question, c'est qui est l'ennemi. Oui, et Robespierre voyait tout dans le monde en polarité. Il y a les noirs et les blancs. Donc, pour lui, les conspirateurs étaient un peu partout. Ils étaient dans le comité de sûreté générale, mais aussi dans le comité de salut public. Ils étaient certainement à la Convention. Il était dans la bureaucratie. Il était dans le comité des finances. Donc, ils étaient un peu partout. Donc, tout le monde savait qu'il préparait quelque chose, mais il ne savait pas exactement quoi. Et pour ma part, je me demande si Robespierre lui-même savait exactement ce qui allait se passer le lendemain. Mais cette nuit, ce discours, ça a déclenché un mouvement de la part des députés, des autres députés, parce qu'ils savaient que quelque chose allait se passer. Ils savaient que Robespierre avait en tête s'attaquer à quelques-uns, donc ils se sentaient très vulnérables. Leur situation était très fragile. Et pour ça, en fait, c'est mené particulièrement par Tallien, le député radical, Montagnard aussi, lui aussi, comme Robespierre. Et son idée à lui, c'était d'aller passer dans les appartements privés des autres députés, mais surtout ceux du centre et de la droite. Parce que ce sont des gens qui étaient tout aussi contre Tallien normalement que contre Robespierre. Mais il dit, Robespierre, il est totalement perdu la situation, il a perdu les pédales, pour ainsi dire. On ne sait pas exactement ce qu'il va... Et vous aussi, vous êtes vulnérables. Et donc, il a essayé de mobiliser une partie, particulièrement des gens de la droite et du centre, pour soutenir sa position le lendemain. Mais ce qui est très important aussi en ce qui concerne les interprétations normales de la journée, on dit, il y avait une conspiration contre Robespierre qui s'est déroulée assez facilement. En fait, je pense que c'est pas comme ça
du tout, en fait, parce que je pense, certainement, Talien, peut-être Fouché, mais je minimise son importance parce que je suis certain qu'il toujours il s'agrandit dans son propre esprit. Mais Talien, ce groupe était très bien mobilisé. Mais le comité de salut public, parce que nous savons qu'ils étaient en session et en séance pendant la nuit, en fait, ils étaient furieux dans leur position vers Robespierre, mais ils ne savaient pas exactement ce qui va se passer. Dernièrement, ils pensent, bon, ce que nous allons faire une proclamation, et c'est Barère qui va faire ça. Il dit, bon, il y a une situation très critique, mais c'est très signifiant, à mon avis, qu'ils ne font pas mention de Robespierre. Et là, c'est très important pour moi dans l'interprétation de la journée et de ces préparatifs, c'est que les gens craignent Robespierre. Ils craignent l'importance de Robespierre, ils reconnaissent qu'il est très populaire, il a une grande popularité, il a une popularité dans les sections avec les radicaux, avec les sans-culottes, mais aussi c'est lui, ce qu'on dit, qui a choisi le maire de Paris, c'est lui qui a choisi l'agent national, son adjoint, c'est lui certainement qui a soutenu Henriot, qui est le commandant de la garde nationale. Donc il semble qu'il a toutes les cartes dans sa main, en fait, effectivement. Et ils ne veulent pas, le comité de ses collègues sur le comité, ne veulent pas agir trop précocement parce qu'ils craignent que Robespierre allait tomber sur eux. Dans tout ce que vous venez de dire, il y a des choses très intéressantes aussi du point de vue méthodologique. En histoire, on ne peut pas utiliser le résultat de la journée pour supposer que les préparatifs de conspiration étaient extrêmement aboutis. En fait, c'est toujours très important de repartir des processus, comment ça s'est passé, comment les gens ont fait. Et c'est là où la lecture que vous faites, vous dites up close, de lecture de près des événements, est importante parce que vous montrez que ces préparatifs, en fait, c'est compliqué de préparer un complot dans le Paris de 1793 parce que tout le monde n'habite pas au même endroit, il n'y a évidemment pas de téléphone portable et d'email, donc il faut aller taper à la porte. Alors heureusement, il y a plein de députés qui sont quand même pas loin du carrousel et pas loin de la convention, et donc on peut quand même en contacter quelques-uns, mais certainement pas tout le monde. Et il y a bien des gens qui font des préparatifs, mais c'est des préparatifs très partiels, très fragiles. Oui, et finalement, c'est enfin, l'un des grands points de mon livre, c'est que c'est une journée improvisée. En grande partie, parce que c'est vrai qu'on fait des préparatifs, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et à quelques moments clés, les gens s'improvisent. Par exemple, le lendemain, si je passe au lendemain, le matin, fin matinée du 9 Thermidor, la convention s'assemble, la plupart des députés ne savent pas ce qui va se passer, mais même le comité lui-même, les gens du comité ne savent pas non plus. Et puis, juste comme ça, complètement imprévu, c'est Talien qui entre dans la salle de la Convention. Et il s'attaque à Saint-Just, l'allié de Robespierre, qui est en train de faire un discours. Il s'attaque à lui et dit, bon, toi, Saint-Just, Robespierre, les autres, vous êtes les conspirateurs vous-même. Et les gens du centre et de la droite, les députés auxquels il a parlé la veille, il fait les applaudissements très forts. Mais la plupart des autres députés ne savent pas du tout ce qui se passe autour d'eux. Et même, il y a Collot d'Herbois qui préside la séance. Lui aussi, on a l'impression, en lisant les journaux et les comptes rendus de la journée après le coup, lui aussi, il est complètement incertain de ce qui se passe autour de lui. Mais il est conscient que c'est une attaque contre Robespierre. Et finalement, la plupart des autres députés et le comité lui-même, ils voient ce qui se passe devant leurs yeux. Ils viennent aux côtés de Talien. Alors Talien, c'est intéressant aussi parce que c'est là où les macro-événements et prises de position politique pour, contre Robespierre, pour, contre le gouvernement révolutionnaire, des enjeux politiques majeurs, se croisent avec une histoire plus personnelle, plus intime dans le cas de Talien, puisque s'il prend la parole contre Robespierre, c'est pas seulement pour ses raisons politiques, c'est aussi pour sauver sa peau et la peau de sa compagne qui est en prison à ce moment-là, qui va être exécutée, et enfin on pense qu'elle va être exécutée, et du coup il y a ce mélange du personnel et du politique qui joue
joue dans ce cas de figure. Oui, parce que Tallien, il sait bien que Robespierre le déteste. Déteste pour des raisons politiques, mais aussi personnelles, je pense. Et on sait aussi que Robespierre déteste la compagne, la maîtresse, effectivement, de Tallien, Teresa Cabarrus, et c'est lui-même, Robespierre, qui a envoyé ses agents pour la mettre en arrestation à Paris quelques semaines avant le 9 Thermidor. Et puis on a cette histoire. Vraiment, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est apocryphe, que Madame Cabarrus a écrit une lettre à son amant la veille disant, bon, mon amant, il ne va pas me sauver, effectivement. Donc, c'est un défi, en quelque sorte, à Tallien. Mais Tallien sait aussi que Robespierre déteste. Il sait que Robespierre envoie des espions pour espionner Tallien. Il est suivi dans les rues. Et on a les rapports des espions du comportement de Tallien. Oui, c'est comme vous dites, c'est cette mélange de raisons politiques, macro, comme vous dites, et des raisons personnelles, micro. Et ce mélange, c'est aussi un mélange que vous restituez en décrivant l'atmosphère de Paris au petit matin du 9 Thermidor, donc je crois que c'est le 28 juillet, où les choses se mettent en mouvement, parce qu'il y a à la fois des grands enjeux politiques, mais il y a aussi la vie ordinaire, le ravitaillement, la nourriture, des enjeux politiques très brûlants aussi, parce que le maximum des salaires a été décrété, et donc il y a plein de gens qui sont très mécontents des politiques du gouvernement révolutionnaire. Il y a aussi des préparatifs de fêtes révolutionnaires, parce qu'on va fêter le jeune héros Joseph Barra qui est tombé sous les balles un petit peu plus tôt, et donc on s'apprête à le célébrer. Autrement dit, il y a une intrigue politique qui concerne finalement pour l'instant peu de gens, et il y a la masse des Parisiens qui vit une journée ordinaire sous la Révolution, pour l'instant, jusqu'en milieu d'après-midi, on pourrait dire presque. Oui, c'est enfin à deux niveaux. C'est un jour complètement ordinaire, donc les gens se réveillent le matin, ils vont marcher, ils prennent du pain, ils font la queue devant les boucheries, devant les boulangeries, etc., etc. Mais aussi, comme vous dites, c'est un jour ordinaire, révolutionnaire aussi, parce qu'il y a les politiques du gouvernement sur le maximum des salaires, donc effectivement une réduction des salaires de la plupart des ouvriers parisiens qui va être mise en action. Il y a aussi, comme vous dites, la préparation pour cette grande fête, le 10 Thermidor, pour fêter les jeunes martyrs Barra et Viala. Mais ce que je constate très important, c'est que la plupart, 99% de la population, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils n'ont aucune idée. Et ça reste le cas jusqu'au milieu de l'après-midi, en fait. C'est effectivement à ce moment-là, vers 14, 13 heures, que la nouvelle de ce qui se passe à l'intérieur de la salle de la Convention, dans le palais des Tuileries, ça commence à circuler, à être diffusé dans la ville. Mais jusqu'à-là, c'est un jour, comme j'ai dit, une journée complètement ordinaire, quotidienne. Oui. Ordinaire, mais avec un contexte qui a changé très rapidement dans les quelques jours qui ont précédé, notamment parce qu'il y a eu la victoire de Fleurus. Et cette victoire contre les armées coalisées ennemies de la Révolution, elle est quand même un signe intéressant pour les Parisiens. D'abord, il y a beaucoup de Parisiens qui se réjouissent et qui veulent se réjouir, et ils ne sont pas forcément libres de se réjouir. Et puis aussi, dans l'esprit de pas mal de gens, on a l'impression que ça devrait alléger un petit peu le gouvernement révolutionnaire, que peut-être les mesures d'urgence extrême avec des centaines de personnes chaque jour emmenées vers la guillotine, peut-être ça se justifie un peu moins maintenant que les armées sont victorieuses. Non, c'est vrai que la victoire de Fleurus, mais on dit ça surtout après la cause. Oui, c'est aussi une perception rétrospective. Oui, c'est ça. Fin juin, la victoire de Fleurus, c'est une grande victoire, et ça
produit un certain allègement, comme vous dites, de la situation. Et c'est vraiment une décision à faire pour le gouvernement, pour la convention, parce qu'il y a deux parties à suivre. Ou on continue avec la politique sociale et politique radicale du gouvernement, ou on commence à aller plutôt vers la situation normale, un retour à la vie normale. Moins de terreur, effectivement, mais aussi moins de contrôle sur la situation économique et sociale. Et je pense que Robespierre, il est pour une continuation. Il veut suivre le pas, faire un peuple libre et juste, une société juste, etc. Mais beaucoup de ses collègues sont moins sûrs. Donc, c'est un contexte très important pour faire comprendre ce qui influence la décision des députés cette journée-là de soutenir la plupart de la Convention contre Robespierre. Parce qu'effectivement, c'est toute l'Assemblée nationale, sauf ces 5 députés qui sont contre Robespierre. Alors, ce qui est fascinant, comme toujours sur la Révolution, c'est qu'il y a le temps très court de l'événement et de ce contexte très mobile, très incertain, où les gens se déterminent heure par heure, mais il y a aussi des références politiques partagées, beaucoup plus anciennes, des Lumières et de l'Antiquité, et vous montrez à quel point, même un jour comme le 9 Thermidor, on parle de Pisistrate et de Catilina et des tyrans de l'Antiquité, et ce sont des références pour ces hommes politiques qui leur viennent spontanément. On réfléchit même dans l'urgence avec des catégories mentales qui sont forgées finalement sur des modèles beaucoup plus anciens. Ouais. C'est Karl Marx qui a dit ça, n'est-ce pas, que les révolutionnaires de la Révolution française, ils s'imaginent en toge. C'est comme ils font une réactivation de l'histoire antique. Et c'est certain que c'est ce qui obsède tous les révolutionnaires, même et surtout Robespierre, en fait. C'est la possibilité d'une république qui va être terminée par un César. Et c'est un leitmotiv, un motif dans les discours de Robespierre depuis le début de la Révolution. Toujours, il craint l'homme sur le cheval, le César qui va terminer la Révolution. Sous la terreur, il est en très mauvais rapport, surtout avec Carnot, parce qu'il est obsédé par l'aristocratie légère de Carnot ou de sa préférence pour des généraux qui ont des passés aristocratiques. Mais aussi, il y a pas mal de gens qui disent autour de Robespierre qu'il s'imagine lui-même comme un César, même si c'est un des types les moins militaires qu'on peut imaginer, mais il pense que c'est peut-être ça, il va prendre la dictature. Il y a toutes sortes d'histoires qui circulent sous main et que Saint-Just veulent le faire dictateur, etc., etc. Donc oui, les catégories politiques que les gens utilisent sont empruntées de l'Antiquité, comme vous dites. Alors, on a restitué beaucoup d'éléments de contexte. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe à partir du moment où Tallien prend la parole à la Convention? On est vers l'heure du déjeuner, à peu près, un peu avant, je crois. Tallien prend la parole, accuse Robespierre et Saint-Just, et là, c'est là où les choses pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à la fin de la séance, on dise que Robespierre, Saint-Just et leurs alliés doivent être arrêtés? Oui, en fait, parce il y a ce grand basculement. Et c'est très, très intéressant de voir ça autour du procès-verbal de la journée, parce qu'on voit, c'est assez graduel d'abord. Les gens on a l'impression que les gens voient ce qu'ils voient devant eux, de leurs yeux, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Mais ça commence lentement. Les gens comme Biot viennent à l'assaut, Collot aussi, Vadier, et puis tout le monde est convaincu. Tout le monde très rapidement. Et Robespierre n'arrive pas à parler. Et d'ailleurs, les gens vont dire c'est illégal. On aurait dû lui laisser la parole. Il aurait dû pouvoir répondre aux accusations. Mais finalement, presque on lui coupe le micro. Oui, en fait, c'est effectivement le micro, non pas le micro. Ce qu'il a, le président, c'est une sonnette. Et c'est la sonnette qui le réduit au silence. Et oui, c'est l'un des points les plus importants de la journée, c'est le fait que Robespierre, qui a
Sa réputation, son importance politique, c'est bien du fait de ce qui vient de sa bouche. Ses discours, l'influence, ses mots, ses paroles sont d'importance fondamentale. Et comme j'ai dit, c'est un peu improvisé, mais en fait, ce qui s'est passé pendant la journée, qu'on réduit Robespierre au silence. Et on a quelques mots, des expressions qu'il aimait de temps en temps, mais on n'a pas un vrai discours, on ne sait pas exactement ce qu'il pensait. Et c'est vrai, le pratique, le protocole de l'Assemblée, c'est que s'il y a un député qui parle et il y a quelqu'un qui parle contre, la personne qui parle contre a le droit de répondre. Et le président, il empêche que cela arrive. Il fait sa sonnette, Robespierre essaie de parler, Saint-Just essaie de parler. Il fait incessamment sa sonnette et il réduit Robespierre au silence. Il y a même des gens dans la salle, dans les tribunes, ce jour-là. C'est pas juste, en fait. Donc, il y a une certaine conscience quelque chose qui se passe, parce qu'il n'est pas totalement juste. Cette convention qui finit par décréter l'arrestation de Robespierre, Saint-Just, Couthon, elle le décrète. Pour l'instant, elle a en apparence les moyens de le faire. Ils sont arrêtés, ils sont emmenés. Et assez vite, on va se rendre compte que ces moyens, elle a un peu présumé de son pouvoir ou de ses moyens, puisque c'est comme s'il avait suffi de cette décision des députés, ils sont arrêtés, pour que, de leur point de vue, l'histoire est terminée, le danger est passé, on se congratule, on va manger, et puis fin de l'histoire. C'est évidemment plus compliqué. Oui, tout à fait. Et ça montre aussi comment c'est improvisé, parce que effectivement, vers la fin de l'après-midi, de la séance de l'après-midi, c'est donc vers 15 heures, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Robespierre ? Nous sommes tous contre, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire exactement ?» Il y a un grand débat. Est-ce qu'on le met sous une mise en arrestation ou une mise en accusation ? Quelle sorte d'emprisonnement est-ce qu'il faut est-ce qu'il va passer dans une prison normale ou directement à la conciergerie. Effectivement, finalement, ils disent, bon, on va envoyer toutes les 5 députés, chacun dans une différente prison. Et puis, ils pensent, bon, c'est fini, enfin... On va dîner, effectivement, on va dîner bien, effectivement, on va faire des toasts même à la fin de la journée. Ils pensent que c'est complètement terminé. Et nous avons des anecdotes sur des députés qui sont allés dîner, mais qui sont, effectivement, c'est vers 8 heures le soir. Il prend conscience que oui, il y a quelque chose qui marche dans la ville, en fait, et à la commune surtout. Et puis c'est la deuxième partie de la journée qui commence, mais ça commence non pas dans la salle de la Convention, aux Tuileries, mais à l'hôtel de ville. Et c'est là où il faut rappeler, et votre livre le montre très bien, qu'on est dans une configuration révolutionnaire très particulière du point de vue des pouvoirs, des différents pouvoirs. Ça rappelle d'ailleurs par certains côtés 1848, ça rappelle 1917 en Russie, des moments où il y a plusieurs pouvoirs concurrents, parce qu'il y a la Convention qui vient de voter l'arrestation de Robespierre, mais il y a aussi le gouvernement, c'est-à-dire les 2 comités Salut public, Sûreté générale, et puis il y a la commune insurrectionnelle de Paris, à l'hôtel de ville. Autrement dit, il y a 3 pouvoirs différents, un législatif, un exécutif et un local, en quelque sorte. Et on entre dans une phase à partir de 14, 15, 16 heures où la compétition et même l'affrontement entre ces 3 pouvoirs va se dérouler. Oui, effectivement. L'une des plus grandes, les différences les plus importantes, c'est sur le contrôle de la force armée. Parce que depuis le début de la Révolution, en fait, effectivement, nous avons de la législation sur ce fait en l'année 1790. La responsabilité pour la tenue de l'ordre à Paris, c'est dans les mains de la municipalité. Et la Convention lui-même, l'Assemblée,
n'a aucune force armée sous son contrôle. C'est l'une des raisons qu'on craint Robespierre, parce qu'ils savent qu'il est bien en contact avec Henriot, etc. Oui, et puis parce qu'il y a eu les précédents de mai-juin 1793, où on a vu qu'il y avait une capacité à mobiliser le peuple en armes contre la Convention. Donc, d'une certaine manière, ils devraient avoir conscience à la Convention qu'ils ne sont pas si forts. Non, et c'était coupable d'une certaine légèreté en ce qui concerne les conséquences de l'arrestation de Robespierre, parce qu'ils envoient quelqu'un, des gendarmes en fait, à l'hôtel de ville pour mettre Henriot sous arrestation. Mais il ne veut pas être arrêté. Il les met en prison lui-même. Il continue et il commence à mobiliser le mouvement sans-culottes avec Fleuriot Lescaut, le maire, et Payan, Claude-François Payan, qui est l'agent national son adjoint. Alors c'est là où ça devient absolument passionnant, et votre livre apporte vraiment des choses très, très neuves. C'est que, comme on l'a dit, il y a 3 pouvoirs. Il y a la Convention, il y a les comités qui siègent tant bien que mal, et il y a la commune, l'hôtel de ville, la municipalité, où les dirigeants, Henriot, prend le parti de Robespierre et dit voilà, on va libérer Robespierre. Mais d'une certaine manière, entre ces 3 pouvoirs, qui peut arbitrer? C'est les citoyens parisiens. Et les citoyens parisiens, ils ont eux-mêmes leur forme d'organisation, ils ont leur section, ils ont leur bataillon de la garde nationale, ils ont des assemblées sectionnelles, etc. Ils ont différents lieux dans lesquels ils vont s'emparer de ces questions, commencer à en discuter, et finalement, ils vont être ni aux ordres de la commune, ni aux ordres de la Convention, en tout cas, pas aux ordres sans en discuter d'abord. Oui, c'est ça. Et d'abord, parce que, comme j'ai dit, c'est dans l'après-midi que Henriot, Payan, Fleuriot Lescaut, ils envoient des ordres aux sections de venir à la place de l'hôtel. Avec, ça c'était pas seulement les citoyens, mais la garde nationale, les bataillons sectionnaires de la garde nationale, et apporter le canon aussi. Parce qu'ils disent, bon, il y a le bon patriote Robespierre qui a été mis en arrestation à la Convention, il a conspiration, etc., etc. Et les gens, ils reçoivent des ordres, ils pensent, bon, c'est la patrie est en danger, donc on va avec les canons, et vers 19h, il y a des milliers de gens, beaucoup de canons devant l'hôtel de ville. Et puis, il y a certaines escapades, des épisodes pas trop longs, je passe sur ces épisodes. Mais finalement, comme vous dites, c'est les gens dans la rue, les gardes nationales, dans leur formation, qui commencent à discuter ce qui se passe. Et ils ont reçu des ordres de la commune, une version de la journée, de la conspiration de Robespierre, mais sur le tard, effectivement. Mais finalement, il y a une version de la Convention qui va dans la rue, qui commence à circuler aussi. Et on va voir ça, on a dans les documents des conversations entre les gens. Les gens disent, bon, mais la patrie en danger, mais non, nous devons suivre la Convention. Évidemment, c'est après le coup, on ne sait pas des comptes complètement véridiques, mais quand même, on a cette impression que c'est dans la rue, parmi le peuple lui-même, que ça tournait contre la commune et pour la Convention. Et ça a tourné pas complètement par hasard, ou simplement par la délibération des citoyens, ça a tourné aussi parce qu'à la Convention, on l'a dit au début, ils ont été un peu légers et dépassés par leurs propres actions, mais quand ils ont compris le danger, quand ils ont vu qu'il y avait des gardes nationales en train de s'amasser devant les Tuileries, qu'ils risquaient finalement d'être mitraillés et dispersés, ils se sont dit, il faut qu'on gagne l'opinion des Parisiens, et pour gagner cette opinion, il faut qu'on imprime, et il faut qu'on diffuse les décisions de la Convention, et si on les diffuse, à ce moment-là, on va réussir à retourner. Alors là, c'est presque une sorte d'expérience chimiquement pure de l'espace public 18e siècle qui a été théorisé par Habermas et par beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public dans lequel l'imprimé joue un rôle pour politiser les gens? L'imprimé, bien sûr, et la communication orale. Mais aussi, je pense, la présence des députés. Parce qu'à 21h, un incident, je raconte pas à ce moment-là, mais la Convention était complètement sans défense. Il y avait dans la cour des Tuileries Henriot qui a été relâché parce qu'il était en prison, des
de multiples canons et beaucoup de gardes nationaux. À ce moment-là, ça pourrait basculer complètement de la part pour la commune, mais Henriot a choisi de retourner avec les gardes nationaux, les canons, etc., à l'hôtel de ville, remobilisé pour la journée. Mais dans la salle de la Convention, les députés sont sidérés, ils ne savent pas ce qui se passe, ils savent qu'il y a les canons juste derrière les murs de la Convention. À ce moment-là, ils agissent, mais ils agissent d'une façon complètement nouvelle. Comme j'ai dit, c'était à l'improviste, la journée improvisée, parce qu'ils disent, bon, nous devons faire de l'un de nos députés le commandant de la force armée. C'est complètement contre la législation. C'est un ordre, un décret d'urgence. Et ils disent à Barras, bon, c'est toi. Il était marine, officier de la marine sous l'Ancien Régime. Il a une certaine expérience de la Révolution, de la violence dans le Sud, dans le Midi. Donc, il dit, bon, c'est toi, tu es commandant de la force armée. Et c'est enfin pour commencer, Barras dit, oui, certainement, je le ferai. Mais il dit, mais je connais très peu Paris, en fait. C'est seulement moi. Donc, parce qu'en fait, il a été en mission la plupart de la période de la Convention. Et donc, il choisit une douzaine de ses co-députés, des collègues. Et là, ils se mettent en uniforme avec des chapeaux, des écharpes. Oui, l'uniforme que le peintre David a imaginé pour ses députés. Oui. Ils montent des chevaux et ils vont dans les sections avec des torches et tout ça. Ils lisent les décrets de la Convention. Et le message, le récit, la version de la Convention entre dans la ville. Et là, c'est très important. Qu'effectivement, les gens pensent qu'il y a deux versions différentes. Il fallait choisir entre les deux versions. Et moi, je pense que c'est important. Je pense que effectivement, la plupart des sans-culottes sont très fidèles à la Convention. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose de novateur de mon approche parce que, suivant le très, très grand historien de la sans-culotterie, Albert Soboul, pour lui, c'est toujours l'autonomie de la sans-culotterie, l'autonomie, ses idées politiques qui sont les plus importantes. Pour moi, même s'ils sont très conscients de l'autonomie locale du pouvoir sectionnaire, ils ont gardé un certain respect pour la Convention. Parce que c'est l'Assemblée nationale enfin, c'est l'Assemblée qui a fait la Révolution, n'est-ce pas? Qui a gagné la guerre, etc. Et finalement, ils vont de ce côté-là. Oui, alors ça, c'est un point que vous montrez, et j'insiste parce que c'est fascinant, c'est que même dans une journée improvisée, désordonnée, avec des moments de violence, tous les protagonistes, y compris Robespierre, ont complètement intériorisé l'importance de la loi, que les choses soient faites dans les règles, qu'un ordre doit être signé. S'il n'est pas signé, on peut ne pas y obéir. Si on dit qu'il est hors la loi, quand on commence à dire Henriot a été mis hors la loi, a été démis de ses fonctions par la Convention, il y a plein de gens qui ne peuvent plus le suivre. Même si Henriot a du charisme, a de l'énergie, etc., la loi est un référent partagé des deux côtés, finalement. Oui, tout à fait. Et c'est les deux côtés qui disent la même chose, effectivement. Il faut suivre la loi. Et l'autre élément, mais aussi très influent sur la journée, c'est la priorité des institutions sur les hommes. Et en fait, c'est ironique parce que cet argument, c'est Robespierre lui-même qui a fait ça. Incessamment pendant la Révolution. Il faut toujours craindre les hommes, les Lafayette, les Dumouriez. Les Danton. Complètement. Donc, c'est lui qui a fait Danton, surtout Danton. Et cette journée-là, c'est le même argument qui est tourné vers lui. Et les gens ils disent ça sans référence à Robespierre, ils disent, effectivement, les institutions, la Convention, c'est le plus important. C'est plus important que les hommes. Alors pendant ce temps, pendant que y a ces préparatifs, qu'il y a ces trajets, rive droite, ce qui est aujourd'hui les quais ou la rue de Rivoli en gros, entre l'hôtel de ville et les Tuileries,
Robespierre a été miraculeusement récupéré, ramené, mais il est devenu presque un jouet passif des circonstances. Il n'agit plus vraiment, mais il a quand même, pour l'instant, échappé à l'arrestation. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Oui, parce qu'on sait bien, et tout le monde sait, que Robespierre n'est pas homme d'action. Il n'est pas un tribune de peuple, il est à la tribune de la Convention, mais pas dans les rues. C'est pas un leader de mouvement populaire. Il est complètement bouleversé par ce qui se passe autour de lui. Il est furieux dans la salle de la Convention le matin et c'est impuissamment de se faire entendre. Mais après, il est parti, mis dans une carrosse, on l'envoie dans une des prisons. Il n'entre pas à la prison parce que le geôlier refuse de le recevoir. Et il y a des municipaux, des officiers municipaux qui le prennent et l'amènent au bureau de la mairie à l'allée de la cité. Oui, des gens qu'il ne connaît pas. Et non, c'est ça. Il se méfie d'eux, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que Robespierre, vous savez, depuis le Champ de Mars, depuis 1791, juillet, il est logé dans la rue Saint-Honoré chez un menuisier, le menuisier Duplay, et il va très rarement dans la ville. Sa vie, c'est la maison Duplay, la Convention, le comité de palais de Tuileries, comité de salut public, Club des Jacobins. C'est un très petit monde, c'est une boule là où la plupart des hommes politiques, mais Robespierre surtout. Donc, il n'a pas cette facilité avec les gens quand quelquefois on lui prête. J'ai l'impression en lire les anecdotes sur lui à ce moment-là qu'il est complètement bouleversé. C'est pas exactement ce qui va se passer, mais il commence à craindre. Et puis, effectivement, vers minuit, les forces de la commune, la maison commune à l'hôtel de ville, il essaie de le faire venir pour vous donner une certaine légitimité aux actions de la commune. D'abord, il se refuse, mais après, finalement, il y va. On vient d'entendre une cloche parisienne sonner en ce mois de juillet, comme juillet 1794. Quel est le paysage sonore de la ville ? Vous en parlez, vous dites qu'il y a le tocsin, qu'il y a des rumeurs. Voilà. Quelle est l'atmosphère en cette fin de journée du 9 Thermidor ? Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et les historiens en général, l'histoire acoustique est quelque chose de mode. Mais ce qui a changé à Paris depuis l'Ancien Régime, en comparaison avec l'Ancien Régime, c'est l'absence des cloches dans les églises. Donc, on n'a pas cette fond sonore qui est normal depuis le Moyen-Âge, effectivement, à Paris. Et puis, il y a les sons de la rue, etc., d'une journée ordinaire, comme j'ai dit. Mais à partir du milieu de l'après-midi, on a l'impression que les gens commencent à bouger. Et ce que je m'intéressais à suivre cela, surtout à travers les témoignages des prisonniers. Parce qu'il y a beaucoup de prisons. Il y a presque une centaine de prisons à Paris pendant la Terreur à ce moment-là. Et nous avons des récits de ce qui s'est passé. Et il y a il veille à ce qui se passe autour d'eux. Ils entendent les sons de la rue. Ils entendent les gens qui crient fort contre les uns contre les autres. Il y a les canons, les rues autour sur la rue. Et comment est-ce que quelque chose va se passer? Et ils sont terrifiés parce qu'il y a eu les massacres. Ils sont terrifiés parce qu'ils pensent que c'est un retour au massacre de septembre. Et puis, oui, comme j'ai dit, c'est une journée qui est allée à l'improviste, mais les gens, dans leur esprit, pensent que ce n'est pas une journée comme le 31 mai de l'année dernière, mais c'est un retour au massacre de septembre.
La journée se dénoue vers minuit, lorsque l'hôtel de ville finit par être pris par le peuple parisien. Et donc là, il y a un renversement complet de la perspective habituelle qui consisterait à dire le peuple parisien était du côté de Robespierre, et là, en fait, c'est l'inverse. Le peuple parisien a fini par se mobiliser autour de la Convention contre Robespierre, et ça se finit presque sans effusion de sang, sauf la blessure au visage de Robespierre. Alors d'ailleurs, vous allez assez vite, parce qu'on ne sait pas trop finalement comment c'est arrivé. La raison pour laquelle il a été blessé à la mâchoire, est-ce que c'est lui qui s'est tiré dessus, est-ce que c'est un gendarme qui l'a tiré dessus, on ne peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, c'était presque pas sanglant cette fin de journée. Oui, non, complètement inattendu. Et la situation de Robespierre lui-même, en fait, j'ai passé assez rapidement sur ça parce que c'est un grand débat parmi les historiens. Les gens s'intéressent beaucoup à ça. Est-ce qu'ils essaient de se suicider ou est-ce que c'est le gendarme Merda qui a tiré son pistolet? Personnellement, je pense que c'est le suicide. Mais je ne voulais pas dire ça, c'est mon avis après le coup. Ce que je voulais montrer, c'est que pendant la nuit, il y a cette histoire de Merda, mais dans les rues, les gens pensent qu'il essaie de se suicider. Et pour moi, c'est le plus probable. Au passage, on peut rappeler que cette blessure énorme à la mâchoire, ça permet de dire que le pseudo-masque mortuaire qui a ensuite été montré dans le musée de Madame Tussaud et ensuite, entre guillemets, reconstitué par des technologies contemporaines, c'est complètement factice. Enfin, ça n'a aucun rapport avec la réalité, parce que le Robespierre était défiguré au moment de sa mort. Oui, complètement défiguré. Et à partir de ce moment-là, c'est certain qu'il ne peut pas dire un mot. C'est, comme j'ai dit, son silence pendant la journée est très important. Après ce moment, il ne peut pas dire un mot. Et même, il fait signe à ses geôliers de lui donner un stylo pour écrire un mot, mais il refuse. Donc, nous n'avons pas aucun mot, aucune parole de la part de Robespierre pendant la journée, la fin de la journée. Peut-être pour terminer, vous prenez à la fin, dans la conclusion, du recul interprétatif et vous montrez qu'il y a un paradoxe absolument central dans Thermidor, c'est que Thermidor, ce 9 Thermidor, ça a été un grand moment de mobilisation populaire dans Paris pour la Convention contre Robespierre, après évidemment beaucoup d'hésitations, beaucoup d'incertitudes, mais finalement le peuple parisien, dans ses sections, dans la garde nationale, a agi politiquement. Mais le paradoxe, c'est que Thermidor est le point de déclenchement de la dépossession politique de ce peuple parisien. Donc là, il y a vraiment un paradoxe absolument fascinant. Mais c'est une autre histoire que je n'avais pas ajoutée à ce que j'ai déjà fait, mais en fait, c'est très important ce que vous dites. Ce que je montre, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde est d'accord. Il y a Barrère, mais d'autres qui le disent aux tribunes de l'Assemblée. C'est l'alliance entre la Convention, entre l'Assemblée donc, et le peuple de Paris qui a fait ça. C'est une victoire, une co-victoire, coproduction en quelque sorte. Et ce qui est étonnant, mais aussi un peu décevant, que très tôt, très prochainement, les choses vont basculer encore une fois. Et c'est la Convention qui se met en avance. Ils disent, bon, c'est le peuple de Paris, c'est le peuple qui a soutenu Robespierre, et donc il faut le supprimer. Le désarmer. Oui, désarmer complètement, oui. Ce qui veut dire que l'interprétation de Thermidor, c'est une interprétation qui a été beaucoup reconstruite après coup, avec, dans un compte-rendu de votre livre, Anne Simonin écrit un hold-up mémoriel des thermidoriens de droite, et je trouve que l'expression est bien choisie. Et donc ça veut dire que, en retrouvant l'événement au moment où il se passe, on met à distance cette image de Thermidor comme un couperet conservateur. C'est pas tout à fait ça au moment où ça se déroule. Oui. Non, je pense que c'est pas une journée, comme on dit souvent, pour mettre fin à la terreur, parce qu'on n'utilise pas ce mot. J'utilise moi-même, dans mon récit, je n'utilise pas le mot terreur, c'est quelque chose qui vient après la chute de Robespierre. Oui, ce basculement vers la droite vient assez rapidement, mais si on va pour faire, comme j'ai fait, une histoire de la journée, ce qu'on voit, c'est une journée menée par la gauche,
ce sont les montagnards, ses collègues sur la montagne qui ont mené la révolte dans la Convention. C'est eux qui ont fait presque tous les discours contre Robespierre. Et dans les rues de Paris, c'est le peuple parisien qui est, soi-disant, ses partisans qui ont mené la campagne contre lui. Mais ça bascule très rapidement vers la droite. Ces montagnards qui ont mené la journée complètement bouleversés, mis de côté par les députés plus du centre, de la droite, et la révolution prend une autre route. Peut-être une toute dernière question, parce que c'est presque le moment le plus poignant du livre, ce moment où Robespierre est sur le point de signer un appel à l'insurrection pour essayer, peut-être in extremis, de renverser la situation, de sauver sa vie, et il signe pas parce que d'une certaine manière, il reste fidèle à la conception de la République et de la loi qui a toujours été la sienne, et donc du coup, se mettre hors la loi, entrer en insurrection, ouais. c'est presque se trahir lui-même, donc c'est comme s'il préférait perdre la vie que de trahir son identité politique. Oui. C'est ça, finalement, il trouve ça impossible à aller contre ce qu'il croyait, ce que toutes ses croyances, tous ses discours à travers la Révolution, c'est pour la défense de la loi, pour mettre la Révolution sur des bases plus fermes, plus institutionnelles. Mais finalement, il n'accepte pas ce qu'il est en train de faire, en fait, en quelque sorte. Merci beaucoup, Colin Jones. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard, La chute de Robespierre, 24 heures dans le Paris révolutionnaire, traduit par Christophe Jacquet. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify, et à bientôt pour un nouvel épisode.